Alors, le 8 octobre, un entretien de vous a été publié par l'agence russe RIA Novosti. Vous avez accusé la France d'avoir formé et entraîné des groupes armés rebelles au nord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous maintenez ces propos? Vous savez, ce n'est pas moi seulement qui le dis. C'est des responsables des mouvements armés qui ont dit, les interviews existent, que c'est le gouvernement français qui leur avait dit qu'il va les aider à diviser le Mali et créer un État indépendant au nord du Mali. Vous le pensez aujourd'hui? Non, ce n'est pas que je le pense, mais c'est eux qui l'ont dit. Ils ont travaillé avec les Français, ils l'ont dit. Un. Deuxièmement, lorsque nous avons appelé les Français en 2013 à sauver notre pays, n'est-ce pas, de l'envahissement des terroristes, il ne faut pas oublier un certain nombre de faits. C'est que lorsque les mouvements armés se sont associés à Al-Qaïda pour assassiner des soldats maliens, le ministre des Affaires étrangères français s'en était félicité en disant qu'ils ont engrangé des victoires militaires dont il faut tenir compte. Or, tout le monde savait que c'est Al-Qaïda. Mais c'est pas tout ça n'est pas le plus grave. C'est que quand le gouvernement malien a demandé l'intervention française en 2013, il y avait deux objectifs. C'était d'abord, enfin, la demande était formulée ainsi, un appui aérien et un renseignement. Il n'était pas prévu des soldats français au sol. C'est les Maliens qui ont libéré Konna, Gao, Tombouctou, et ils avaient l'appui aérien et renseignement des Français. On ne sait pas pourquoi. Arrivé à Kidal, c'est la France qui a empêché l'État malien de recouvrer l'intégrité de son territoire, qui a créé une enclave, alors qu'au même moment, le président français, François Hollande, a dit publiquement que l'objectif de l'opération Serval était 1. Détruire le terrorisme, 2. Aider l'État malien à recouvrer l'intégralité de son territoire, 3. Appliquer les résolutions des Nations Unies. Et si on avait permis à l'armée malienne, Monsieur le Premier ministre, de reprendre Kidal en 2013, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un risque de se retrouver avec des massacres comme on l'a vu ailleurs dans le... Vous savez, ça c'est un argument spécieux qui a été développé par les militaires français en son temps pour tromper ceux qui voulaient se laisser tromper. Pourquoi? Je disais donc les trois objectifs qui avaient été fixés par François Hollande, annoncés publiquement. 8 ans après, on constate quoi? Le terrorisme qui était confiné à Kidal s'est étendu, atteint 80% du territoire. Vous avez la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire. Il est établi aujourd'hui que c'est l'État français, c'est l'armée française qui a empêché l'État malien de prendre Kidal. En faisant quoi? En créant une enclave, au motif qu'il y aurait eu un massacre. Mais la force la plus avancée, la force militaire la plus avancée, les commandants c'était des Touaregs, qui n'étaient pas pour la partition du Mali. Donc c'est un argument spécieux qui avait été élaboré juste pour tromper les gens, parce qu'il y avait d'autres choses derrière. C'est dans cette enclave-là, que Yad et Amadou Koufa ont eu le temps d'aller s'organiser. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui vous accusez finalement la France de complicité carrément avec moi vous savez, je n'accuse pas, je donne les faits. Ouais. À chacun de tirer les conclusions. Les faits, c'est que le Mali a demandé à la France de l'aider à détruire le terrorisme, de l'aider à recouvrer l'intégrité de son territoire, de l'aider à faire appliquer les résolutions des Nations Unies. La France a laissé Yad Agagali fuir du centre du Mali, aller créer une enclave à Kidal. A laissé Amadou Koufa, que Yad avait désigné imam de Konna lorsqu'ils ont été frappés à Konna. Amadou Koufa l'a suivi, ils ont été à Kidal, ils ont fait 2 ans en train d'entraîner leurs hommes. Cette enclave-là, il n'y avait que la France qui en avait le contrôle. Alors, ensuite, ce sont les lieutenants de Yad que la France a recyclés pour leur donner Kidal.
qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Vous avez un malade qui s'appelle Mali, vous avez un médecin qui s'appelle France, qui a fait un diagnostic, qui a prescrit une ordonnance. Les médicaments ont été achetés aux frais du peuple français et de la communauté internationale. Le malade était censé guérir en 2 ans. 8 ans après, la maladie a gangréné, tout le corps est malade. Et il n'y a aucune solution en vue. Mais le malade est obligé de s'interroger. Donc nous n'accusons personne, nous disons les faits. Les forces des mouvements armés, il est établi, il y a des documents qui existent, que c'est des officiers français qui les entraînent. Encore aujourd'hui? Mais je ne vous dirai pas plus, mais la preuve est faite qu'ils les ont entraînés. Est-ce qu'ils ont arrêté quand? Je ne vous dirai pas ce que je sais plus. En tout cas, c'est des faits qui sont établis, qui sont documentés. Dans ce cas-là, Monsieur le Premier ministre, pourquoi continuer à tolérer la présence militaire de forces françaises au Mali, des forces françaises qui visiblement ont joué un rôle, selon vous, un peu trouble dans Comme je vous ai dit, nous avons toujours espéré que, en tout cas le peuple malien d'une façon générale, qu'on avait des dirigeants qui étaient tellement englués dans la corruption et la mauvaise gouvernance qu'ils n'avaient aucun souci du pays. Et il est très clair que la France ne peut pas remplacer le gouvernement malien pour ramener la paix. Et donc, le fait de continuer à soutenir un tel gouvernement, à continuer à faire un tel double jeu, a conduit à ce que dans la conscience collective des Maliens, il y a un complot international contre notre pays. Et ça, c'est tellement ancré chez les Maliens que c'est la principale raison du rejet de l'ancien régime, qui a été soutenu à bout de bras par l'État français jusqu'à sa chute, et qui essaie de recycler les tenants de ce régime pour les reporter au pouvoir. C'est tout ça qui fait que... Et donc nous ne sommes pas... nous ne disons pas à la France de partir. Est-ce que vous souhaitez, nous pensons que un départ des troupes françaises aujourd'hui du Mali? On n'a jamais dit ça. La France, nous avons un accord avec la France que nous n'avons pas rompu. Le jour où nous ne voulons plus travailler, on allait dire qu'on va rompre. Cet accord existe, nous ne l'avons pas remis en cause. C'est au contraire la France qui veut la remettre en cause à chaque fois qu'elle est de mauvaise humeur, en tout cas les autorités. Et regardez ce qui s'est passé au mois de juin. Macron annonce que Barkhane va se retirer. Mais nous avons un accord bilatéral que nous avons signé entre nous, à l'insu des autres. En tout cas, les autres n'étaient pas là. Ce n'est pas une réunion de 5 ou 6 pays que vous annoncez dans vos déclarations que vous quittez le Mali. Le président lui dit, Monsieur le Président, ce n'est pas comme ça. Nous avons un accord bilatéral. Asseyons-nous dans le cadre de cet accord. Dites-nous quand est-ce que vous allez partir, pour que nous prenions progressivement les emprises que vous allez laisser. On s'entend sur un agenda et puis vous quittez progressivement. Venez nous annoncer tout de go lors d'une réunion que vous partez. Quand ça? Il dit c'est un abandon. C'est au sommet du G5 Sahel au mois de juin. Le président de la transition, Assimi Goïta, l'a dit à Macron. Parce que ça a été discuté déjà en mars. Non, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas eu de discussion. Il a annoncé. Ce n'est pas des discussions. Vous savez, il y a des techniques. Vous savez, il y a des techniques pour balader ou rouler dans la farine les gens qui ne savent pas pourquoi ils sont là, comme notre ancien gouvernement. C'est de venir à un sommet du G5 Sahel parce qu'il y a eu un nouveau gouvernement qui ne leur convient pas, pour dire nous envisageons d'arrêter les opérations militaires avec l'armée française. C'est un sommet de l'OTAN, c'est ça? Non, un sommet du G5 Sahel. Et le président de la transition malienne lui a dit, Monsieur le Président de la République française, ce que vous voulez faire, c'est un abandon en termes militaires. Nous avons un accord bilatéral entre nous. Asseyons-nous, dites-nous quand est-ce que vous voulez partir. Et on se prépare pour prendre les emprises que vous allez laisser en main au fur et à mesure. Lorsqu'on sera prêt, vous partez. Mais si vous venez vous déclarer lors d'un sommet avec plusieurs États, que vous remettez en cause les clauses d'un accord qui vous lie à deux, il y a problème. Or, nous n'avons pas dénoncé cet accord. C'est pourquoi nous n'avons jamais dit aux Français de partir.
Mais on ne peut pas les obliger à rester non plus. Et alors justement, vous avez dit que c'était cette parole française qui vous avait amené à aller chercher des plans B. Aujourd'hui, où en sont les discussions qui sont menées avec la Russie? Je pense qu'il y a une sorte d'hystérie qui s'est emparée de tout le monde. C'est pourquoi j'ai dit qu'on a exercé sur le gouvernement malien un véritable terrorisme diplomatique, un terrorisme médiatique, un terrorisme politique, pour nous casser le moral, pour nous fragiliser, avec comme seul objectif de déstabiliser l'actuel gouvernement. Parce que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne plaisent pas. Je ne sais pas pour quelle raison. On dit qu'ils sont venus d'un coup d'État, mais il y avait un gouvernement issu du coup d'État que Macron a flatté devant tout le monde en disant qu'il travaillait ce qu'ils ont pu faire en 3 mois. Le gouvernement dit démocratiquement élu ne l'a pas fait en 3 ans. Mais ceux qui sont là, ceux qui ont fait le coup d'État, il les a flattés il y a 6 mois. Maintenant, il dit non, qu'ils ne sont pas légitimes. Et puis il y a d'autres coups d'État pour lesquels on n'a pas entendu autant de bruit de la France. Alors que chez nous, ce n'est pas un coup d'État, c'est un soulèvement populaire qui a conduit à la chute du régime dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est. Mais il y a eu des soulèvements populaires qui ont renvoyé des régimes élus. Pourtant, on a vu la France applaudir. Pourquoi au Mali pas? Encore une fois, il faut que le peuple français comprenne. Au Mali, il y a eu un soulèvement populaire de 4 mois contre un régime corrompu qui était déjà à terre, qui détournait les fonds alloués à l'armée, qui détournait les fonds alloués à la lutte contre le Covid, qui détournait les fonds destinés aux routes, qui s'est documenté. C'est contre ce régime-là que le peuple s'est levé, qui a fraudé. Mais il tombe. Maintenant, on nous dit qu'il devait rester. Mais alors, pour rester sur la Russie, une question que tout le monde se pose, qui fait partie de cette hystérie dont vous parlez, c'est est-ce qu'il y a eu des discussions à un moment donné avec le groupe de sécurité privée russe Wagner? Vous imaginez que le gouvernement actuel, depuis un certain temps, a compris que s'il ne compte que sur un seul partenaire, cela peut à tout moment, comme ça a été le cas, l'abandonner. J'ai dit en plein vol, ça fait mal, mais en réalité, c'est de l'abandon. Lorsque on se réveille un matin, on a un accord bilatéral entre nous, on entend dans les médias que la France arrête toutes les opérations militaires avec l'armée malienne, sans nous donner d'explications, sans nous prévenir, sans nous aviser. Mais ça veut dire qu'il y a eu des discussions avec Wagner ou pas? Non, je veux dire, quand vous faites ça, est-ce qu'en face, vous pensez que les gens vont continuer à rester? Ils vont chercher d'autres partenaires. Mais qui? Mais il y a tellement de partenaires, il y a tellement d'États. Nous sommes en discussion avec l'État russe, on ne le cache pas. Nous sommes en discussion avec d'autres États dont on ne parle pas beaucoup, je ne sais même pas pourquoi. Mais Wagner? Mais Wagner, c'est les médias français qui parlent de Wagner. Moi, je ne connais pas de Wagner. Mais dans ce cas, pourquoi alors on continue à entretenir le flou en permanence? Mais il n'y a pas de flou. Une discussion, finalement, pourquoi ne pas le dire clairement? Mais il n'y a pas de flou. Nous avons reçu récemment des armements. Notre ministre de la Défense a dit que nous les avons acquis auprès de l'État français, avec des instructeurs français. Pourquoi russes? De l'État russe, des instructeurs russes. Pourquoi on veut nous dire ça ne suffit pas? Vous avez dit, on a entendu ça, mais nous on veut entendre parler de Wagner. Donc ce sont que des rumeurs. Mais c'est des rumeurs à ce stade-là. Et j'ai dit que le jour où nous allons conclure des accords avec quelques pays que ce soit, nous les rendrons publics parce que nous ne devons rien cacher à notre peuple. Mais pour l'instant, et qu'on ne fasse pas de procès d'intention. Est-ce que vous ne craignez pas de vous aliéner les autres partenaires internationaux et d'aller à une sorte d'isolement? Ça, c'est des menaces qui sont proférées et qui sont sans objet aujourd'hui parce que nous n'avons pas signé d'accord avec qui que ce soit. Nous avons un accord avec l'État russe. Dans le cadre de cet accord, nous achetons des équipements, nous demandons des instructeurs pour former nos militaires. Le reste, on veut nous faire dire ce qu'on veut qu'on dise. Nous disons que nous n'allons pas le dire,
Le jour où on a quelque chose de concret sous la main, on va le dire aux Maliens, à la communauté internationale. Nous ne serons pas des rumeurs. Vous disiez qu'il y avait des discussions en cours avec l'État russe. Dans quel sens ça va? Est-ce que ça va vers un renfort de la coopération, notamment militaire? Mais c'est très clair. Si vous voyez qu'on a acheté des hélicoptères de combat avec les Russes, avec des instructeurs, ça veut dire qu'on est dans des discussions. Et je dis, ce n'est pas seulement avec la Russie. Pourquoi on fait même la fixation? On ne parle pas d'autres États. Moi, je ne parlerai pas, mais nous ne sommes pas en discussion qu'avec la Russie. Nous cherchons tous les moyens, tous les États qui peuvent nous aider à sécuriser notre peuple. Parce qu'on n'a pas d'autre solution. Un gouvernement qui ne peut pas sécuriser son peuple ne peut pas être un gouvernement légitime. Je vous dis que l'ancien gouvernement a été rejeté dans la conscience collective parce que pour les Maliens, c'est un gouvernement qui a trahi la mission pour laquelle il a été mis en place. Ils sont venus au pouvoir quand l'insécurité était résiduelle à Kidal. Au bout de 7 ans, l'insécurité a gagné tout le pays. Donc pour les citoyens, ils ont échoué. Et donc quand un nouveau gouvernement s'installe, surtout à la suite d'une insurrection, sa première mission, c'est de se dire, mais que faire pour avoir les moyens d'assurer la sécurité? Si pendant qu'il est en train de s'interroger, son partenaire avec lequel il a signé un accord, par une saute d'humeur ou parce qu'il est mécontent, lui dit, ben moi je pars. Est-ce qu'il doit rester sans rien faire? Je crois que non. Donc Algérie, Maroc, des discussions aussi? Non, vous n'allez pas me faire dire le nom d'un État, mais je sais que nous on est dans des discussions avec tous les amis du Mali. Ce n'est pas seulement pourquoi on ne parle que de la Russie. Pour passer à un volet sécuritaire, donc la présence militaire française, elle est aujourd'hui concentrée dans le Liptako, Gourma, à côté des Maliens. Pendant ce temps-là, on l'a vu, malheureusement au centre, la situation sécuritaire continue à se dégrader. Elle gagne progressivement le sud. Quel est votre plan pour endiguer la menace terroriste, l'insécurité au centre et puis au sud de votre pays? C'est là où vous répondez à une partie des interrogations du gouvernement malien. Vous venez de décrire que la France a décidé de se concentrer sur le Liptako-Gourma. Nous avons un accord de défense qui n'a pas été remis en cause, en tout cas officiellement. C'est la France qui nous a dit qu'elle a créé Takuba. On ne sait même pas avec qui elle a créé Takuba. Nous avons deux forces négatives au Mali, au Sahel. Vous avez le groupe de soutien à l'islam, qu'on appelle le JNIM. C'est la branche d'Al-Qaïda, qui est la plus dangereuse pour l'État malien, qui est à la base de l'essentiel des attaques. Et vous avez l'IGS, l'État islamique au Grand Sahara, qui est concentré dans la zone des 3 frontières. Donc on peut dire en termes d'attaque que notre adversaire principal c'est Al-Qaïda. La France nous dit, on quitte toute cette zone, on va se concentrer sur la zone des 3 frontières. Ça, c'est pas un abandon en plein vol. C'est-à-dire que notre adversaire principal, pendant qu'on le fait face, pendant qu'il multiplie ses attaques, notre principal allié, en tout cas ce que nous croyons être notre principal allié, nous dit qu'il a décidé lui de partir. Mais comment vous allez sans faire aviser. justement alors au nord? Oui, mais justement, ce qu'on va faire, vous pouvez bien imaginer que ce n'est pas devant les journalistes que je vais l'exposer. Ça, je crois que vous avez posé la question en étant sûr que vous n'aurez pas la réponse, mais nous sommes en train de chercher des solutions. Dont Wagner? Non, pas forcément. Je vous ai dit que je ne connais pas de Wagner. Wagner, je l'ai vu dans les journaux, je ne connais pas de Wagner. Ça, c'est les journalistes qui l'ont... Enfin, les journalistes et peut-être les hommes politiques français qui l'ont sorti, même les chefs d'État de la CEDEAO, qui en ont parlé dans une résolution. Un groupe de mercenaires, même quelle preuve ils en ont? Ils n'ont pas parlé avec nous. On était même surpris qu'une réunion des chefs d'État de la CEDEAO parle de quelque chose dont on parle dans les journaux seulement, alors qu'il y avait la possibilité d'envoyer une mission s'informer auprès de nous, de saisir notre président, mais tout cela n'a pas été fait. C'est pourquoi on a l'impression, c'est pourquoi je vous dis qu'on a exercé contre le gouvernement un véritable terrorisme diplomatique, médiatique et politique. Alors qu'il n'y a pas eu de discussion avec Wagner. Vous ne connaissez pas Wagner, il n'y a pas eu de discussion. Moi, je ne connais pas de Wagner. Moi, je connais l'État russe, avec lequel nous avons
des rapports que tout le monde sait. Et alors, pour passer à l'accord de paix, Oui. vous n'avez jamais caché votre opposition au terme de cet accord. Vous souhaitez le relire, le renégocier. En le faisant, ne craignez-vous pas que finalement les groupes signataires ressortent les armes? Vous savez, il y a une mauvaise image de moi qu'on a vendue comme étant celui qui est contre l'accord de paix. Il y a trois opinions majeures au Mali. Il y a ceux qui soutiennent l'accord sans condition. Il y a ceux qui sont d'accord avec l'accord, mais son application a des conditions, et ceux qui le rejettent. Moi, je fais partie de ceux qui disent que l'accord est un accord pour la paix, donc un accord de construction de la paix. Ça veut dire qu'il faut passer par des étapes vertueuses qui nous conduisent de l'état de guerre à la paix au fur et à mesure. À partir de quoi on a énoncé dans le préambule que l'intégrité du Mali, la souveraineté de l'État sur l'ensemble du territoire, la forme républicaine et laïque de l'État et l'unité nationale ne sont pas négociables. Or, au début, ceux qui ont pris les armes, qui étaient soutenus par le gouvernement français en 2012, et ça a été officiellement dit, c'est ça qu'ils voulaient. L'accord, donc, a enlevé les prétentions séparatistes, dit unissez-vous, mais réformez la gestion de votre pays. Donc, ce que moi je dis, c'est que lorsqu'on parcourt l'accord, qui a été signé aussi sous la pression, il y a des articles, je ne vais pas m'étendre là-dessus, dont l'application in extenso, sans discernement, va conduire de facto à créer les conditions de d'autres rébellions qui peuvent éclater à n'importe quelle partie du territoire. Parce que l'accord crée en quelque sorte deux types de citoyens. Et ça peut susciter d'autres rébellions dans d'autres parties du Mali. Donc, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai appelé l'application intelligente. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a une disposition de l'accord dont la mise en œuvre pratique peut remettre en cause les quatre principes non négociables, il faut s'asseoir en ce moment et se dire cette disposition, si on la met en œuvre, voici ses conséquences. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la mettre en œuvre, mais que ça ne touche pas à ces quatre principes? C'est ce que j'appelle application intelligente. Je dis consensuelle parce qu'aucune partie ne doit s'asseoir pour le faire comme ça. Il faut qu'il y ait des discussions bilatérales entre les parties. Voilà tout. C'est pourquoi on m'a collé l'étiquette de celui qui est contre l'accord. Mais alors on le voit, la CMA n'a pas l'air bien décidée en ce moment à vouloir s'asseoir avec certains membres du gouvernement. Je pense notamment au ministre de la Réconciliation, le colonel Wagué. Concrètement, comment vous allez faire? Est-ce que là, ce n'est pas les armes qui risquent de reprendre ça, c'est vous qui me l'apprenez. La CMA ne m'a jamais dit qu'ils ne veulent pas continuer à discuter. Ils ne me l'ont pas dit. Ils l'ont dit, en tout cas, il y a une interview dans la Deutsche Welle, oui, d'un responsable. Bon, peut-être que c'est dans la même veine que c'est la pression politique, médiatique et diplomatique qu'il y a contre nous, parce que la CMA a fait un communiqué où il parle aussi de ce que vous appelez Wagner. Bon, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils ont pris l'information. Peut-être que c'est quelqu'un qui leur a dit aussi de le dire. La CMA devait être désarmée depuis 2012. Elle n'a jamais été désarmée. Elle défile avec des armes lourdes à chaque année de l'indépendance de la fantomatique République de l'Azawad. Et à ce défilé assistent les officiers de Barkhane. Allez-y comprendre. Avec des armes lourdes. Cet accord de paix finalement a donné trop de concessions à ces groupes armés signataires. Non, je n'ai pas dit ça. L'accord est écrit, tout le monde sait ce qu'il y a là-dedans. J'ai dit simplement que dans l'accord, il faut l'appliquer de façon intelligente. On ne peut pas le rejeter. On ne peut pas l'appliquer sans discernement. Parce qu'il y a des dispositions, si vous les appliquez sans discernement, il suffira que demain les acteurs changent pour que quelqu'un s'en saisisse pour provoquer une autre rébellion. Donc il faut être sûr que chaque fois qu'on avance, on fait des pauses, on discute, on essaie d'être le plus cohérent possible pour ne pas remettre en cause les principes qui ne sont pas négociables, dont j'ai parlé plus haut. L'unité nationale, la souveraineté, l'intégrité du territoire et la forme laïque et républicaine de l'État.
Une question sur notre confrère, le journaliste français Olivier Dubois reste aujourd'hui toujours captif. Est-ce que vous avez de votre côté eu des preuves de vie de ces nouvelles et est-ce que des négociations sont en cours pour essayer de le libérer? À part ce que tout le monde a comme preuve de vie donnée il y a quelques semaines, nous n'en avons pas, mais ce que je sais, c'est que notre gouvernement fait tout pour libérer tous les otages. Nous sommes dans des discussions. La dernière, vous avez vu la religieuse colombienne qui a été libérée. C'est notre gouvernement, en relation avec d'autres services, qui ont fait ce travail. Et ce travail, nous le faisons pour tous les otages, y compris Olivier Dubois, que nous connaissons très bien. Moi, il m'a fréquenté, c'est quelqu'un de très agréable. Je crois que c'est une obligation morale même pour notre gouvernement de nous investir autant que nous pouvons pour libérer tous ceux qui ont été pris par les terroristes, surtout lorsque c'est à partir de notre territoire. Il y a un canal qui est ouvert, ça avance. Nous discutons, nous ne pouvons pas dire plus. Je sais que nous sommes en discussion concernant tous les otages. Nous sommes dans des discussions. Alors, une dernière question pour revenir un peu sur la politique nationale. Il y a toute une partie de la classe politique, les présidentiables surtout, qui craignent une sorte de chasse aux sorcières sous couvert de cette lutte anticorruption qui avance de manière quand même assez significative depuis la fin du Pékin, on peut le dire. Qu'est-ce que vous en dites? Non, la réalité, c'est qu'encore une fois, il faut revenir au point de départ. Le point de départ, quand le peuple est sorti, le peuple insurgé disait pas d'élection truquée, réforme politique institutionnelle, lutte contre la corruption et l'impunité, qui sont la cause principale de l'affaiblissement de l'État. C'est quoi? Ce qui tue les citoyens. Vous savez qu'il y a un de vos j'allais dire, un journaliste qui a disparu ici. On sait qu'on l'a tué, mais on ne sait pas où est-ce qu'il est enterré. Certains sont arrêtés justement dans cette... Il y a un journaliste qui a disparu, simplement parce qu'il écrit des choses qui ne plaisaient pas au fils du président. Mais on n'en parle pas beaucoup. Hein. Le rôle de Karim Keita est avéré dans cette affaire? Non, c'est pas. Moi, je ne dis pas. De toute façon, il y a un mandat d'arrêt contre lui. Il faut qu'il vienne répondre pour prouver que ce n'est pas vrai. Ce qui est sûr, il a été enlevé, torturé, il a disparu au Mali. Mais on n'en parle pas beaucoup. Vous avez ceux qui ont ordonné à une frange des forces spéciales antiterroristes d'aller tirer sur des manifestants à main nue, alors que vous avez la police et la gendarmerie qui ont vocation de maintenir l'ordre. Et vous avez enfin les grands détournements au niveau de l'armée. Je vous donne des exemples. Et que les ambassadeurs des pays occidentaux savent, les gouvernements savent. Un peuple pas très riche, on le classe parmi les pays pauvres, qui serre la ceinture, qui alloue 20 à 25% de son budget pour la sécurité du pays. Je donne un exemple, on sort du budget d'État de l'argent pour acheter 6 hélicoptères de combat. Au finish, les Maliens voient qu'il y a 2 hélicoptères de seconde main, d'occasion. Où est parti l'argent des 4 hélicoptères et où est parti le surplus qui n'a pas été mis dans les 2 hélicoptères d'occasion qui ont volé quelques mois et ils se sont arrêtés. Mais ces pays-là savent où est parti cet argent. Vous avez... Ces pays-là, quand vous parlez de ces pays-là, est-ce que vous parlez de la France et sous Bon, je n'ai pas cité un nom. Je sais qu'il y a des pays qui ont dit ici que la corruption au Mali est telle qu'ils ne recommanderaient jamais à quelqu'un de leur pays d'investir au Mali. Ça a été dit publiquement par un ambassadeur d'un pays européen. Et il est vrai que c'est le jour de son départ. Hein. C'est lorsqu'il a été relevé qu'il l'a dit. C'est en partant dans les médias. Et vous avez des camions de transport, par exemple, qui coûtent sur le marché international environ 40 millions. On les facture à 400 millions de francs CFA. Vous avez des citernes pour transporter le carburant qui coûtent 26, 27 millions. On les facture à 250 à 300 millions. Ces marchés-là existent. Ils ont été signés, l'argent sorti sous l'ancien pouvoir. En quoi, lorsque le nouveau gouvernement, venu dans le contexte d'une insurrection populaire, où on demande la lutte contre la corruption, quand il prend ces dossiers, il les remet à la justice, et que ceux qui ont conclu ces marchés, ceux qui les ont négociés, ceux qui les ont signés, sont convoqués pour répondre, on dit que c'est la chasse aux sorcières. En vérité, la communauté internationale a toujours une analyse, un discours à géométrie variable.
la météo change, la tête des dirigeants change, on les diabolise. On passe le temps à nous donner des leçons de bonne gouvernance et de bonne gestion. Un pays qui est en guerre, lorsque les moyens destinés à la guerre sont détournés, il n'y a pas de crime économique plus grave que celui-là. Et lorsqu'un gouvernement poursuit ceux qui sont censés être les responsables, les juges du jugement, peut-être on dira qu'ils ne sont pas responsables, lorsqu'il les poursuit, on dit qu'il fait une chasse aux sorcières. Tous les dossiers qui ont été transmis à la justice, c'est des dossiers dont l'instruction a commencé sous l'Ancien Régime. Mais à un moment donné, ils les ont mis dans les tiroirs. L'ancien chef de l'opposition, paix à son âme, Soumaïla Cissé, a fait un mémorandum qu'il a adressé à l'Assemblée nationale pour demander l'ouverture d'une commission parlementaire d'enquête pour savoir comment est-ce qu'en allouant 20 à 25% du budget national à l'équipement des forces armées de sécurité, pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas de vecteur aérien, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas d'hélicoptère de combat, il n'y a pas de blindés suffisamment. Alors que c'est le gouvernement qui a fixé l'ensemble de l'enveloppe dans le cadre de ce qu'on appelait la loi d'orientation et de programmation militaire, de combien il a besoin sur 5 ans pour équiper l'armée. En 2012, lorsque Ibrahim Bokar Keïta venait au pouvoir, 2013, la loi d'orientation et de programmation militaire avait été évaluée à 400 milliards de francs CFA. Lorsqu'il est arrivé, il a multiplié par 3. 1230 milliards. Tous les députés ont voté, même l'opposition. On voit qu'il y a des détournements massifs dans ce dossier. Il y a des services de contrôle, le vérificateur général, l'office de lutte contre la corruption, le contrôle général des services publics. Ils vont faire des enquêtes, ils ont des rapports, ils trouvent des détenus. Ils remettent ces rapports-là au gouvernement. Au lieu de les transmettre à la justice, le gouvernement les met dans les tiroirs. Et les personnes incriminées sont à la tête des partis. Ils s'attendent à être présidents. Le régime tombe, le nouveau gouvernement prend les rapports, il les donne à la justice. Il dit éclaircissez, qu'est-ce qui se passe? Et puis on crie chasse aux sorcières. Et même des présidents des pays étrangers se permettent d'accuser le gouvernement d'emprisonner des hommes politiques. Aucun homme politique est en prison. Personne n'est en prison parce qu'il a des opinions politiques. Il y a des dossiers qui ont été constitués par les services de contrôle de l'État entre 2013 et 2020, d'autrement dit avant la chute du régime. Ce sont ces dossiers qui ont été transmis à la justice. Les audits que nous avons lancés aboutiront à la fin de la transition. Les résultats vont être transmis au futur gouvernement. Aujourd'hui, la transition est irréprochable en matière de corruption. La transition fait tout ce qui est possible pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs. La preuve, c'est que nous avons fait des économies sur le budget en faisant beaucoup de gaspillage qui se fait. On a économisé près de 110 milliards de francs CFA, dont les 70% sont affectés au renforcement des capacités de notre armée, parce qu'on a un pays très sur le budget de l'État. Et l'autre partie, c'est pour les plus démunis, faire des forages, des centres de santé, des équipements pour les personnes vivant avec les handicaps. Ça, c'est quand même des efforts que nous faisons. Et le président de la transition a dit clairement aux ministres, en conseil des ministres, tous les ministres qui seront responsables de la gestion des fonds de l'État doivent s'attendre à tout moment à des contrôles des services de l'État. Et la lutte contre la corruption fait partie des dédicaces du gouvernement de transition. Il doit donc être exemplaire. C'est ce que nous avons appelé une gouvernance de rupture et d'exemplarité. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. J'avais une dernière question, Monsieur le Premier ministre, concernant l'Algérie. Il y a beaucoup de dernières questions chaque fois. Ça fait plusieurs, c'est vraiment la dernière. C'est important, c'est sur le rôle de l'Algérie. Ça fait plusieurs semaines déjà qu'on voit que l'Algérie est de plus en plus investie ici au Mali. Est-ce que ce pays pourrait être amené à jouer un rôle de plus en plus accru en matière de lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme par exemple au nord? Je pense que si l'Algérie le fait, elle est dans son rôle. L'Algérie et le Mali, je ne reviens pas sur tout ce qui les lie. Les Algériens le disent le plus éloquemment possible. Ça, c'est sur le plan politique et historique. Mais il y a la géographie. On a l'une des plus grandes frontières. Et les zones où l'insécurité sévit, c'est la zone
qui est frontalier avec l'Algérie. On ne peut donc pas ignorer que si l'Algérie s'implique sérieusement, de façon forte, ce que nous espérons dans la lutte contre le terrorisme, je pense que c'est un grand plus et c'est un souhait de l'État malien. Nous l'avons dit officiellement. Avec l'Algérie, les discussions ne sont jamais arrêtées. N'oubliez pas que l'Algérie est en quelque sorte le parrainage de la mise en œuvre de l'accord. Et donc de ce point de vue, plus nos relations bilatérales, nous avons des relations assez poussées, y compris sur le plan militaire, on ne le cache pas. Vous envisagez des soldats algériens Bon, ça c'est aux Algériens de décider. Nous ne décidons de rien. Je sais seulement que la constitution algérienne a été révisée récemment avec cette possibilité. Mais c'est à eux de décider, nous ne pouvons pas faire de commentaires sur ça. Merci beaucoup, monsieur. Cette fois-ci, c'est vraiment la dernière. C'était vraiment la dernière, excusez-moi. Merci beaucoup. Vous savez, ça